Catch Addicté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du War du 21 septembre 2020, le dernier War avant Clash of Champions. Et je ne vous cache pas que ce War n'était pas très mal, bien au contraire. Vous êtes prêts? Que le show commence! Donc le show commence avec nos commentateurs qui commencent à parler et d'un coup on a Rétribution, donc les 5 membres de Rétribution, dont moi je les appelle les généraux, qui sont dans le ring. Et là on a le moment que je pense que j'ai kiffé par rapport à Rétribution depuis le début de cette intronisation de ce clan à la WWE, c'est... comment on peut appeler ça, on peut appeler ça, ils se dévoilent. Voilà, les membres de Rétribution dévoilent leur identité. Donc il y avait énormément de rumeurs sur certains noms du côté des membres de Rétribution. Et donc parmi ces membres, les rumeurs sont fondées. Car on a Mia Yim, on a Mercedes Martinez ou encore Dominik Dijakovic. Et donc on voit que ce sont Mia Yim et Dominik Dijakovic qui prennent le micro. Donc Mia Yim nous annonce que maintenant tous les membres de Rétribution sont sous contrat à la WWE. Elle envoie un avertissement à tous les officiels et aux superstars de la WWE en disant qu'ils ont beau être sous contrat, le combat ne fait que commencer. Et donc Dijakovic prend le micro et il dit tout simplement que les superstars de la WWE sont motivés que par une seule chose, il s'agit de l'argent. Et donc au final, Dominik Dijakovic dit que voilà, leur objectif est de détruire la WWE et de façonner cette fédération à leur image. Et là, d'un coup, on a le Earth Business, donc le champion des États-Unis Bobby Lashley, MVP, Shelton Benjamin et Cedric Alexander qui viennent confronter Rétribution. Et donc au moment où Earth Business monte dans le ring pour confronter Rétribution, ces derniers s'enfuient. Et là on voit que MVP est en train de provoquer Rétribution en disant voilà, ils sont où grosso modo vos paires de couilles, si vous avez plus de tronçonneuse, vous ne valez plus rien, est-ce que le fait d'avoir signé à la WWE vous ont ramolli? Bref, en gros, il les provoque. Et donc là, on a les 5 généraux de Rétribution qui appellent donc leurs soldats. Donc on passe de 5 membres à une bonne vingtaine de membres de Rétribution, à quel point que les 4 membres du Earth Business sont totalement dépassés, que ce soit au plus puissant Bobby Lashley ou au plus technique Cedric Alexander. Et franchement, voilà, j'attendais vraiment à ce que la WWE nous révèle enfin l'identité des généraux de Rétribution, parce que c'est vrai qu'on avait énormément de rumeurs et je pense qu'à WWE ils ont joué sur ça, sur se dire que voilà, les fans ils vont se demander qui sont les membres de Rétribution, donc on va avoir les noms qui vont circuler et que là on a vraiment les membres de Rétribution, donc ce sont les vrais membres, ceux qui vont être présents constamment. Et à noter que j'adore le masque de Dominik Dijakovic qui rappelle un peu Bane dans The Dark Knight Rises de Christopher Nolan. Voilà, je cherchais le mot. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de la révélation des identités des membres généraux de Rétribution. Donc là, on passe au premier match de la soirée parce que oui, comme j'ai expliqué, c'est la dernière ligne droite avant Clash of Champions, mais il y a 3 titres qui ne sont toujours pas officialisés en termes de défense. On a le champion des États-Unis, on a la championne de Raw et on a les champions par équipe de Raw. Donc ça a été annoncé en preview, on allait avoir un match triple menace pour couronner les challengers numéro 1 au titre de champion par équipe détenu par les Street Profits. Et moi personnellement, j'avais dit à Hype que pour une seule équipe, il s'agit de l'équipe d'Umberto Carrillo et de Dominic Mysterio. Parce que le problème, c'est que du côté de Seth Rollins et de Murphy, ils sont un peu en train de se taper sur la tronche. Seth Rollins est en train de repousser Murphy. Et de l'autre côté, Andrade et Angel Garza, ils sont en train de se taper sur la gueule. Déjà, à noter que sur l'entrée de Angel Garza et d'Andrade, Zelina Vega, effectivement, n'est plus là. Elle les a largués parce qu'elle en avait marre de la situation entre Andrade et Angel Garza. Et à noter que le match, ce que je craignais est arrivé. Parce que moi, je pensais réellement que Umberto Carrillo et Dominic Mysterio allaient remporter le match. Parce que pour moi, ça me semblait logique. Parce qu'on se plaint d'avoir un roster par équipe qui est dégueulasse, ça c'est clair et net. Et là, on nous crée une nouvelle équipe qui a du potentiel. Bien que personnellement, j'aurais voulu voir Dominic Mysterio avec son papa.
Mais comme on sait que Rey Mysterio est blessé, tu nous mets Humberto Carrillo, c'est génial quand même. Et donc à noter que durant le match, on a Seth Rollins qui a complètement largué Murphy. Murphy, il s'est retrouvé tout seul. Et à noter, voilà, victoire de Angel Garza et d'Andrade. What? Et oui, Andrade et Angel Garza auront une nouvelle opportunité pour affronter les Street Profits hors de Clash of Champions et potentiellement récupérer les titres de champion par équipe de Raw. Là franchement j'en ai marre. J'en ai marre de ce match. On a ça toutes les semaines. On a ça dans les pay-per-view en match de championnat. Angel Garza, je crois que ça doit être au moins sa 5e tentative rien que pour lui. Andrade doit être à 4. Mais j'en ai marre quoi de cette rivalité entre ces deux équipes. On a eu grosso modo cette rivalité à WrestleMania 36. Ils nous ont fait une petite pause en mettant les Viking Raiders en rivalité avec les Street Profits. Et là maintenant, du fait que les Viking Raiders et les Street Profits ont fini leur rivalité, on nous remet Andrade, on nous remet Angel Garza. Franchement, ça m'énerve. Franchement, si on m'aurait dit, tu fais ce match-là ou un match d'unification face à Shinsuke Nakamura et Cesaro, j'aurais choisi cette option-là de Nakamura contre Cesaro contre les Street Profits. Ça paraissait mieux parce que là, ça montre vraiment qu'à ce match, à ce stade-là, la division par équipe, que ce soit du côté de Raw ou SmackDown, il est dégueulasse tout simplement. C'est mon avis personnel. Le 4 n'est pas objectif. Donc là, on passe à l'épisode du Kevin Owens Show. Mais petite parenthèse, on nous a informé que Retribution aura son premier match officiel à la WWE face au Earth Business dans le main event de cet épisode de Raw. Donc là, je ferme ma parenthèse, on passe à l'épisode du Kevin Owens Show, animé bien sûr par notre cher ami québécois, j'ai nommé Kevin Owens. Et donc Kevin Owens nous annonce son premier invité, c'est nul autre que Shane McMahon, le patron de Raw Underground. Et donc Kevin Owens, en regardant Shane McMahon faire sa petite danse, nous dit voilà que sa danse lui a manqué. Et Kevin Owens nous rappelle, il est fait passer entre ces deux personnes. Donc en effet, il nous rappelle qu'ils se sont affrontés dans un Hell in a Cell, c'était en 2017. En 2019, ils se sont affrontés à SummerSlam et le perdant était viré de la WWE. Et donc au final, c'est Kevin Owens qui a remporté le match. Donc Shane McMahon a été viré de la WWE, mais il est maintenant présent, il est là aux commandes de Raw Underground. Donc suite à cela, Kevin Owens donne liberté à Shane McMahon de faire la promotion de Raw Underground parce qu'en effet, lors de ce Raw Underground, on aura en main event Braun Strowman face au nouveau protégé de Shane McMahon, donc Dabba-Kato. Et donc au final, Shane McMahon invite Dabba-Kato à venir dans le ring et Kevin Owens nous avoue pourquoi il a invité Shane McMahon. Parce qu'il avoue que si Shane McMahon est là, Dabba-Kato n'est pas forcément très loin. Et donc Kevin Owens nous rappelle les faits d'il y a 2 semaines, lors de Raw Underground, Kevin Owens affrontait Alistair Black, parce que pour rappel, ces deux catcheurs sont en rivalité. Et durant le match, on a Dabba-Kato qui est intervenu, qui s'est occupé d'Alistair Black et qui s'est occupé de Kevin Owens. Donc on peut dire que Kevin Owens est très rancunier envers Dabba-Kato. Et donc au final, Kevin Owens prévient Dabba-Kato en disant voilà, t'as beau être nouveau, mais un jour ou l'autre, on est amené à s'affronter. Et là, Kevin Owens qui commence à gifler Dabba-Kato, donc Dabba-Kato, je dis Kato, non c'est Dabba-Kato, qui commence à s'énerver, mais Shane McMahon parvient à le maîtriser et Kevin Owens nous annonce son deuxième invité et c'est ni plus ni moins que son adversaire, Braun Strowman. Et là on voit qu'on a des tensions entre les deux catcheurs et à un moment donné, on a Kevin Owens qui se fait attaquer par Alistair Black. Donc on voit toujours que la rivalité entre Kevin Owens et Alistair Black continue, mais il n'est pas à Clash of Champions. Donc on peut s'amener à ce que cette rivalité continue de bout en bout. Et franchement, j'adore cette rivalité, j'adore le nouveau Alistair Black, c'est un de mes catcheurs préférés à la WWE. Et le fait qu'il revienne en tant que heel, ça peut rajouter quelque chose de nouveau envers ce personnage qui pour moi est malheureusement un énorme gâchis à la WWE. Et donc là, on passe au deuxième match de la soirée, la revanche entre Kissy et Drew McIntyre. Même stipulation que la semaine dernière, si Kissy bat
Drew McIntyre, ce dernier prendra la place de Randy Orton à Clash of Champions. Pourquoi on a cette revanche? Parce que la semaine dernière, on aurait dû avoir ce match, mais ce match s'est terminé dans un no contest suite à l'intervention de Rétribution. Et donc le match est très bien, ça je ne le cache pas. Mais on voit qu'un petit peu que Kissy est un peu en train de faire un e-turn sur Drew McIntyre, parce qu'on a déjà vu la semaine dernière où au début ils étaient en train de se respecter et qu'après ils ont fini par se taper dessus. Donc là on le voit à l'entrée de Drew McIntyre que Kissy est en train d'applaudir Drew McIntyre, mais en fait il est en train de se payer sa tête. Et le match, voilà, comme j'ai dit, est très bon. Et au moment où Drew McIntyre porte son Claymore Kick et s'apprête à faire le tombé final sur Kissy, il se fait attaquer par Randy Orton avec un coup de chaise. Donc Randy Orton qui attaque Drew McIntyre, qui va même frapper ou utiliser la chaise sur Drew McIntyre au niveau de sa mâchoire. Parce que la mâchoire, c'est une zone où dans la rivalité est beaucoup citée, comme du fait que Randy Orton a porté 3 podkicks à la mâchoire de Drew McIntyre et que Drew McIntyre a porté 3 Claymore Kicks à la mâchoire de Randy Orton. Et suite à cela, donc on a Randy Orton qui prend le micro et qui dit que tout le monde devrait avoir honte parce que pourquoi y avoir comme ça exclu, mis en hypothèse que Randy Orton ne sera pas présent à Clash of Champions pour un match de championnat, alors qu'il dit lui-même que durant ces 20 dernières années, il n'a jamais refusé un combat pour un titre mondial. Et là, Randy Orton est en train de nous parler du sentiment qu'il y a eu suite aux 3 Claymore Kicks de Drew McIntyre. Donc en effet, il nous dit que suite à cela, au moment où il a été mis dans l'ambulance, il y a eu un sentiment qui a été plus ou moins senti par toutes les victimes de Randy Orton, donc Edge, Christian, Big Show, Shawn Michaels, Ric Flair ou encore Drew McIntyre, au moment où ce dernier s'est retrouvé dans l'ambulance. Et là, Randy Orton nous dit que voilà, il y a eu un autre sentiment quand il est rentré dans l'ambulance, le sentiment de ce dont il est capable. Et il nous avoue que voilà, à Clash of Champions, ce sera pas un match normal pour le titre de la WWE, ce sera un match de l'ambulance. Et il dit que voilà, tout le monde voit l'ambulance comme une voie de guérison, etc. Lui, il voit ça d'une autre manière. Car pour lui, cette ambulance représente son 14e titre de champion de la WWE. Parce qu'en effet, si Randy Orton veut battre Drew McIntyre à Clash of Champions, il doit faire rentrer Drew McIntyre dans l'ambulance et fermer la porte. Et là, il nous dit que Drew McIntyre à Clash of Champions aura affaire aux 3 mots les plus destructrices du divertissement sportif, le RKO. Et franchement, je ne cache pas, c'est une superbe rivalité. Randy Orton qui joue très bien son rôle de heel en disant que voilà, l'ambulance représente son 14e titre, qui est prêt à tout, même en ayant une mâchoire brisée, d'aller affronter Drew McIntyre et le battre. Et franchement, j'adore et j'attends avec impatience ce dimanche sur le WWE Network, Clash of Champions à partir de 1h du matin heure française, et le kick-off aura lieu à minuit, soit sur le network de la WWE ou sur la chaîne YouTube de la WWE. Donc là, on passe à l'un des matchs que j'avais cité précédemment, le match pour désigner la challengeuse officielle de Asuka à Clash of Champions, dont c'est entre Mickie James et Zelina Vega. Ah, je pense que WWE, vous avez voulu mettre Mickie James parce que suite à la controverse de la semaine dernière, vous avez peut-être essayé de vous racheter. Mais enfin bref, à noter que le match, il est pas fameux. Et à noter la victoire de Zelina Vega. Zelina Vega devient officiellement la challengeuse numéro 1 pour le titre de championne de Raw détenu par Asuka, et ce sera son premier match de championnat. Mais on voit que WWE n'a tellement pas de respect pour Zelina Vega qu'on nous a informé, voilà, que le match de championnat sera relégué au kick-off. Et dis donc, Zelina Vega, zéro respect. Et oui, zéro respect pour Zelina Vega, on le voit bien, WWE. Alors que Vince McMahon voit en Zelina Vega sa fille Stephanie McMahon. Mais on voit quand même, il y a zéro respect, quoi. Foutre ce match en kick-off. Et pour moi, malheureusement, ça fait extrêmement mal à Asuka, parce que moi, j'adore son règne à Asuka. Il lui faut des challengers crédibles. Mais pour moi, Zelina Vega n'est pas du tout crédible. Voilà, elle vient à peine de débarquer
sur le circuit solo, parce qu'il faut pas oublier que Zelina Vega a certes effectivement catché, mais elle n'a pas catché dans des matchs aussi importants. Elle commence directement par un match de championnat et en plus reléguée au kick-off, quoi. Donc au final, bah, zéro respect Zelina Vega, je suis désolé. Donc là, on passe au prochain match de la soirée. Cédric Alexander, accompagné de MVP, son manager du Earth Business, c'est comme ça que j'appelle maintenant MVP, face à Apollo Crews et accompagné de Ricochet. Donc à noter qu'avant le match, donc à l'entrée de Cédric Alexander et MVP, ces derniers prennent du micro et MVP voilà, nous informe que ce soir dans le main event, on aura un match à 6 entre Retribution et le Earth Business. Et donc juste après, on a Cédric Alexander qui nous rappelle grosso modo, voilà, il fait de sa trahison du Earth Business que ce soir, il dit que Apollo Crews va se venger, alors qu'en réalité, c'est lui qui va se venger d'Apollo Crews parce que Apollo Crews ne lui a jamais donné d'opportunité pour le titre des États-Unis. Et là, donc, on a Apollo Crews et Ricochet qui arrivent, qui disent qu'ils sont tout simplement surpris de voir cette facette de la personnalité de Cédric Alexander. Et là, MVP nous informe que Bobby Lashley défendra son titre des États-Unis face à Apollo Crews. What? Et oui, ça a été annoncé comme ça. MVP annonce comme ça d'un coup de net Apollo Crews face à Bobby Lashley. Donc en gros, la revanche c'est quand qu'ils se sont affrontés de SummerSlam. Et franchement, je trouve ça débile parce qu'au final, bah, Earth Business est en rivalité partout. Donc on a le match et on voit qu'à un moment donné, on a par exemple MVP qui se confronte à Apollo Crews ou encore en dehors du ring, on a Cédric Alexander qui se confronte à Ricochet. Donc ils sont un peu en train de parler et ça a pour effet de déconcentrer Cédric Alexander car au moment où il remonte dans le ring, il se fait accueillir par un roll-up de Apollo Crews pour le compte de 3. Donc vainqueur de ce match, Apollo Crews. Et au moment où Ricochet et Apollo Crews sont en train de remonter la rampe, on entend la musique du Earth Business. Parce que oui, à noter qu'ils étaient que 2. Donc on a encore Bobby Lashley et Shelton Benjamin qui sont en coulisses, donc ils peuvent à tout moment intervenir. Et donc ça a servi à distraire Apollo Crews et Ricochet qui se font attaquer par Cédric Alexander et MVP. Et juste un peu plus tard, on a le reste du Earth Business qui vient s'en prendre à Apollo Crews et Ricochet. Donc moi, voilà, je vous cache pas, bah, je suis pas du tout hypé par ce match. Le seul truc qui me pousse à regarder ce match entre Bobby Lashley et Apollo Crews, c'est Retribution, parce que Retribution est en rivalité avec Earth Business. Donc pour moi, je pense que Retribution est susceptible d'intervenir dans ce match de championnat pour le titre des États-Unis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc là, je vais faire une petite pause Raw Underground. Parce que voilà, comme vous le savez, Raw Underground se dispatche à partir de la 3e heure. Donc là, je vais tout réunir. Donc là, on commence au début par des petits combats où on a voilà Dolph Ziggler qui se bat. On a Roderick Moss contre Eric des Viking Raiders. Et on passe directement au main event de Raw Underground. Le fameux combat entre Braun Strowman et Dabba-Kato. Mais je tiens à rappeler qu'on n'a aucune information sur pourquoi Braun Strowman est à Raw. Est-ce que ça a été un transfert comme ça ou sinon qu'à Raw Underground, tu peux être un catcheur de SmackDown et d'aller toquer à la porte de Raw Underground? On sait pas. On n'a aucune information par rapport à ça. Et à noter que voilà, bah, le combat, bah, c'est un combat d'hommes puissants. Et de voir que bah il y a zéro prise de catch, c'est vraiment un combat pur et dur remporté par Braun Strowman qui finit par donner la première défaite à Dabba-Kato. Et Braun Strowman, voilà, bah, il en ressort tellement fort. Mais on voit que WWE n'a aucune utilisation à l'avenir de Braun Strowman. Hein. Aller jusqu'à l'envoyer à Raw Underground, bah pas fameux. Et donc là, on passe à Monday Night Raw. Ça y est, j'ai fait la petite parenthèse Raw Underground où on est avec Monday Night Messiah, Seth Rollins qui a une enveloppe, donc on se demande qu'est-ce que c'est. Et là, Seth Rollins est en train de nous parler de vérité, de secret au niveau de famille. Donc là, il va nous mettre sur l'écran géant une photo de la famille Mysterio et il nous dit, est-ce que vous n'avez pas remarqué quelque chose qui cloche sur la photo? Et donc là, on commence un peu à se demander qu'est-ce qu'il va nous balancer, est-ce qu'il va encore nous sortir ce qui s'est passé il y a quelques années entre Rey Mysterio et Eddie Guerrero sur la paternité entre vis-à-vis de Dominique.
Et bah au final, Seth Rollins invite la famille Mysterio à venir dans le ring, mais ces derniers, voilà, ils arrivent sur la rampe, donc ils sont un peu en train de parler, où voilà, Rey Mysterio en a marre de Seth Rollins en disant, voilà, t'en as pas marre, t'as pas envie de passer à autre chose. Et au final, Seth Rollins nous informe que Rey Mysterio n'est pas le père. Et le père de qui? Et ben, tout le monde pense, même Rey Mysterio pense qu'il parle de Dominic. Et au final, bah, Rey Mysterio nous dit, donc Seth Rollins nous dit qu'il ne s'agit pas de Dominic Mysterio, mais il s'agit de sa fille. Donc Seth Rollins qui s'attaque à sa fille et il lui rappelle, il est fait de la semaine dernière, quand Seth Rollins a démonté Murphy après le match, la fille de Rey Mysterio est allée checker Murphy en lui disant s'il allait bien. Et là, Seth Rollins nous balance que est-ce que c'est vraiment une Mysterio? Parce que Mysterio ne ferait pas ce que sa fille a fait. Et bah là, Rey Mysterio lui explique que voilà, il a donné une éducation à sa fille et c'est cette éducation-là qui a poussé sa fille à aller voir Murphy. Et là, bah, Rey Mysterio commence à en avoir marre, il commence à faire le rôle du papa protecteur en disant que sa fille, elle a 19 ans, c'est une gamine, elle est pas prête à affronter le monde extérieur. Mais on voit que sa fille commence un peu à s'énerver en disant, mais papa, j'ai 19 ans, écoute, je suis en âge de me débrouiller toute seule. Et on voit que toute la famille Mysterio, dont notamment sa fille et sa femme, commence à revenir backstage. Et là, donc, on a Seth Rollins qui est en train de s'excuser. Donc, moi, personnellement, je trouve que au début, c'est génial, mais là, ils sont en train de partir à droite, à gauche, sachant que Seth Rollins, pour moi, a la meilleure gimmick, non seulement de sa carrière, mais aussi de Raw, et qu'au final, bah, ils le font continuer avec une rivalité face à Rey Mysterio en allant jusqu'à tacler sa fille, alors que ça lui a pas suffi de tacler Dominic. Bah non, il s'attaque à un autre membre de sa famille. Mais on voit vraiment qu'à WWE, il laisse passer le temps pour que Seth Rollins puisse s'absenter des rings. Parce que comme vous le savez, Seth Rollins est avec Becky Lynch et Becky Lynch est enceinte. Donc au bout d'un moment, Seth Rollins va vouloir s'écarter des rings pour passer plus de temps avec Becky Lynch. Donc on voit clairement que la WWE ne savent pas quoi faire actuellement avec Seth Rollins et qui laisse tout simplement passer le temps. Donc là maintenant, place à un nouveau combat. Donc là, la semaine dernière, on a eu Riot Squad face à Lana et Natalya. Bah cette fois-ci, ce sont nos championnes par équipe Nia Jax et Shayna Baszler qui affrontent Lana et Natalya. Et je ne vous cache pas, bah le match, c'est un squash match tout simplement. Ah bah alors là, zéro respect pour Lana, zéro respect pour Natalya quoi. Ça a duré même pas 5 minutes. Shayna Baszler qui attrape Lana dans sa prise de soumission et Lana qui tape. Et à noter que voilà que nous avons le Riot Squad qui est au commentaire, donc elle commence à un peu attaquer nos championnes par équipe. Et à un moment donné, on a Nia Jax qui s'apprête à porter un Samoan Drop, même Samoan Drop que la semaine dernière sur Liv Morgan. Mais Ruby Riot parvient donc à sauver sa partenaire et ces dernières parviennent à prendre la fuite. Et donc bah voilà, Nia Jax, elle veut quand même faire son Samoan Drop. Donc elle attrape encore Lana et Lana qui repasse encore à travers la table des commentateurs. C'est la deuxième fois en 2 semaines. Bah dis donc Lana, je crois que tu as pris un abonnement au Samoan Drop de Nia Jax. Et bah moi personnellement, bah je suis pas attiré par cette rivalité tout simplement. Donc moi j'espère sincèrement que voilà, quitte à avoir des championnes par équipe, mettez Ruby Riot et Liv Morgan championne, voilà, c'est une équipe, et qu'on puisse mettre Shayna Baszler et Nia Jax sur le côté solo pour pourquoi pas aller toquer Asuka. Ce serait nettement mieux que Zelina Vega. Et en parlant d'Asuka qui affronte Peyton Royce accompagné de BK. What? Et oui, mais WWE, BK et Peyton Royce, elles étaient pas censées ne plus être en équipe parce que ces dernières ont perdu un match face au Riot Squad. Et bah, lors d'une interview précédente, Asuka a justement demandé, mais vous étiez pas censé ne plus être en équipe. Et bah, BK et Peyton Royce ont dit, c'est pas parce qu'on n'est plus en équipe qu'on n'a pas droit d'être amis. Donc au final, d'une certaine manière, les Iconics se vit toujours. C'est juste que voilà, bah on a d'un côté BK, d'un côté Peyton Royce qui sont vraiment du côté solo, mais ça ne les empêche pas d'être amis. Mais à noter que le match, bah, pas très intéressant. Et en plein milieu du match, on a Zelina Vega, donc qui a une nouvelle challengeuse numéro 1 au titre de Asuka, qui vient s'en prendre à la championne et qui parvient à lui porter quelques gifs. Mais au bout d'un moment, Asuka se réveille et elle s'apprête à attaquer Zelina Vega, mais cette dernière
parvient donc à s'enfuir. Donc comme j'ai dit précédemment, c'est pas un match qui me hype du tout, à quel point que comme j'ai dit, zéro respect pour Zelina Vega, zéro respect pour Asuka. Ce match est passé en kick-off, donc on peut rien dire de plus. C'est pour ça que moi j'espère lors du précédent match que Riot Squad récupère les titres par équipe pour qu'on puisse proposer à Asuka de vrais challengers. Donc certes on a Nia Jax, on a déjà vu ça, mais je parle principalement de Shayna Baszler. Qui n'a pas envie de voir le match entre Shayna Baszler et Asuka pour le titre de championne de Monday Night Raw? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi personnellement, si la WWE nous met ce match, je serai hyper hypé par ce match. Donc là, on va faire un petit coin coulisses où déjà dans un premier temps, Rey Mysterio et sa fille sont un peu en train de s'engueuler sur le fait que voilà, Rey Mysterio joue un peu le rôle de son papa protecteur envers sa fille et que sa fille lui avoue que en fait CIA c'est pas pour son père, c'est pour soutenir son frère, c'est pour soutenir Dominique. Et un peu plus tard dans la soirée, on voit que la fille de Rey Mysterio, donc je ne dis pas le nom parce que je l'ai mangé tout simplement, est avec Murphy et Murphy est un peu en train de retourner sa veste envers Seth Rollins. Il commence grosso modo à ouvrir les yeux sur les faits de Seth Rollins en disant que voilà, d'une certaine manière, il était aveuglé par les actes de Seth Rollins et que tout simplement, il veut s'excuser envers la famille Rey Mysterio pour tout ce qu'il a fait. Est-ce qu'au final, maintenant Murphy qui a cherché d'avoir la rédemption de son Messie va peut-être essayer de chercher la rédemption à la famille à qui il a fait du mal durant tous ces derniers mois. Et donc là, on passe au main event de la soirée, comme j'avais annoncé, le Hurt Business, donc les combattants sont Shelton Benjamin, Cedric Alexander et Bobby Lashley, le champion des États-Unis, accompagné par MVP, face à 3 membres de Rétribution. Je ne dis pas les noms, je les ai mangés. Mais à noter que voilà, durant le match, on voit que Hurt Business parviennent un peu à avoir l'avantage. Et à un moment donné, Bobby Lashley porte son full Nelson sur un des membres de Rétribution. Et un des membres de Rétribution attaque Bobby Lashley de manière illégale, ce qui provoque la disqualification de Rétribution et la victoire du Hurt Business. Et là, on voit que les 3 membres de Rétribution appellent le reste des troupes. Donc je pense que les gars de Rétribution qui étaient en train de catcher, ce sont les généraux. Donc ils ont appelé les soldats à venir combattre. Mais on voit qu'au bout d'un moment, on entend la musique du champion de la WWE, Drew McIntyre. Donc Drew McIntyre qui arrive, qui vient confronter Rétribution, accompagné de quelques membres du roster de Raw. Donc on peut noter par exemple Humberto Carrillo, les champions par équipe et Street Profits et d'autres catcheurs. Et donc ces catcheurs parviennent donc à donner un coup de main au Hurt Business et à se débarrasser de Rétribution. Mais à un moment donné, Drew McIntyre se fait attaquer par derrière par Randy Orton qui lui porte un RKO venu de nulle part. Et les choses se terminent avec Randy Orton debout et Drew McIntyre qui est par terre. Donc est-ce que c'est un message pour Clash of Champions? On est curieux de voir ça. Et à noter, voilà, franchement, je commence à aimer cette rivalité envers Rétribution. C'est qu'on voit que Hurt Business est heel avec par exemple Apollo Crews ou encore Ricochet, mais quand il s'agit d'affronter Rétribution, il n'y a pas de rivalité qui compte, c'est WWE face à Rétribution. Et là, on le voit parce qu'il faut pas oublier que Drew McIntyre a été en rivalité avec les premiers membres du Hurt Business, donc Bobby Lashley et MVP. Mais voilà, ils ont mis en différents de côté et ils ont pu se débarrasser de Rétribution. Est-ce que ça veut dire que dans un avenir proche, est-ce qu'on n'aura pas des membres de la WWE, dont maintenant ça va être Raw, parce que vu que Rétribution est à Raw, donc on n'aura pas des équipes de SmackDown, mais pourquoi pas une équipe de Raw qui va affronter une équipe de Rétribution. Et donc pourquoi pas par exemple un match 5 contre 5 où on a 2 femmes pour contrer Mia Yim et Mercedes Martinez et 3 hommes pour contrer les 3 membres masculins de Rétribution, dont Dominic Dijakovic. Donc franchement, je suis assez curieux de voir ça, sachant que le prochain gros pay-per-view, c'est Survivor Series. Donc on pourrait très bien avoir dans le thème des Survivor Series un match Raw contre Rétribution. Donc franchement, je suis assez curieux de voir ça. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de mon idée. Un match Team Raw contre Team Rétribution au Survivor Series. Et donc voilà, cette review de Raw est terminée. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous.
lâchez le petit pouce bleu qui fait énormément plaisir à la chaîne et activez la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et je vous informe donc officiellement que j'ai réussi à acquérir WWE 2K Battlegrounds, donc vous allez avoir des sessions de découverte et de let's play sur la chaîne par rapport à WWE 2K Battlegrounds. Et deuxième information, c'est que la chaîne risque d'avoir quelques petits changements parce qu'en effet, j'ai réussi à avoir un nouveau travail et le truc dans ce travail, c'est que les horaires ne sont pas du tout les mêmes. Donc, j'essaierai grosso modo d'ajuster en fonction de mes horaires les différentes vidéos. Donc, soit les heures de publication des vidéos vont changer ou tout simplement le format des vidéos vont changer en fonction du temps disponible que j'aurai sur l'élaboration des vidéos. Donc ça reste à voir, mais je vais faire tout mon possible pour vous proposer quand même des vidéos de qualité, que ce soit des reviews de shows, de pay-per-view, des pronostics et pourquoi pas, comme j'ai dit, des XP. Donc si vous voyez des XP sur la chaîne Jimbo Wrestling, lâchez-les en commentaire, je suis ouvert à toute proposition. Car comme je le dis souvent, c'est vous qui faites tourner la chaîne. Donc moi, mon objectif, c'est avant tout de vous proposer des vidéos au format qui vous plaît. Donc n'hésitez absolument pas. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être fans de catch. Et à suite au prochain épisode. C'était Jimbo. Je vous fais des bisous et à la prochaine.